tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle et je pense assez courte vidéo avec deux titres. Rentrée littéraire hivernale consacrée à l'Iconoclaste, la maison d'édition en a publié un troisième mais je ne l'ai pas avec moi. J'ai acheté du coup ces deux-ci parce que maintenant je ne suis plus en librairie, donc je dois acheter les livres pour les lire comme le commun des mortels, n'est-ce pas? Donc on a le dernier Cécile Coulon, Le visage de la nuit, et premier roman de Léa Lermet, Leurs désirs immenses. Alors je peux déjà vous dire que ça a été deux coups de cœur, deux très belles lectures durant lesquelles j'ai pris énormément de plaisir. C'est bien écrit, c'est poétique, c'est beau, et de façon générale je trouve chez l'Iconoclaste, ils sélectionnent très bien leurs textes, ils sont bien écrits, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui se sent à chaque fois dans les titres que je lis de l'éditeur, et c'est vraiment un de mes éditeurs préférés, donc j'avais hâte de vous faire cette vidéo. J'avais pas forcément prévu de les lire à la suite, et puis je me suis dit, comme j'avais commencé par le Cécile Coulon, pourquoi pas enchaîner avec lui pour vous faire justement un retour de ce type, un petit peu comme mes vidéos rentrées littéraires habituelles quoi. Du coup on va commencer par le Cécile Coulon qui est le premier que j'ai lu. Alors déjà c'est le tout premier roman que je lis de l'autrice, j'avais lu un de ses recueils de poésie en l'absence du capitaine qui parlait de sa grand-mère, mais comme je ne suis pas hyper réceptive à la poésie je pense, j'avais bien aimé, j'avais apprécié sa plume évidemment, mais j'avais quand même hâte de découvrir sa plume en tant qu'autrice de roman, et vraiment j'ai adoré ce texte. Qui m'a fait me plonger dans une ambiance très particulière et qui m'a donné fortement envie de continuer ma découverte de Cécile Coulon. Et le prochain titre je pense, en plus il est en poche, ce sera Seul en sa demeure, qui apparemment est fabuleux. Alors, Le visage de la nuit, déjà est-ce qu'on peut... Alors je sais pas s'il va me faire le focus le petit. Souvent il ne veut pas, sauf que si je le fais là sur ma caméra, après il focusera plus sur moi. Bref, déjà est-ce qu'on peut parler du coup de la couverture incroyable? Alors ce roman, et apparemment c'est un petit peu son style de prédilection, parle de noirceur, d'isolement, c'est apparemment les thèmes qu'elle aime bien explorer, mais toujours avec poésie. Ça me fait penser, alors rien à voir, mais à ce niveau-là, ça me fait penser vite fait à Han Kang, qui a eu le prix Nobel de littérature en 2024, autrice coréenne. Oui, je compare Cécile Coulon à Han Kang dans le sens où l'une et l'autre... Alors, Han Kang, c'est plutôt dénoncer la société et parler de sujets sociétaux sombres, mais avec poésie. Cécile Coulon, elle ne va pas forcément dénoncer, mais elle va nous plonger dans une ambiance comme ça sombre et d'isolement, du moins dans ce roman, mais avec poésie, et j'ai trouvé ça assez brillant parce que c'est pas du tout plombant, c'est pas triste, c'est pas lourd, bien que ça puisse quand même être émouvant et qu'on puisse avoir de l'affect pour notre personnage principal dont je vais vous parler juste après, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, dans ce roman, du coup, il est question d'un petit garçon âgé de 7 ans au début du roman, qui un jour se réveille, vit dans un village avec son père, et il n'a plus forme humaine. Il a encore ses oreilles, ses yeux, mais le reste de son visage, il est comme s'il avait fondu, comme s'il n'y avait plus rien, il n'a plus apparence humaine, il n'a plus d'humanité extérieure. Donc son père forcément il est complètement oh mon dieu, que se passe-t-il? Il fait venir le prêtre du village qui va le prendre par la main, prendre un enfant par la main, mais ne pas faire des choses bizarres avec, attention, bien qu'il soit prêtre. Et du coup il va le sortir de cette maison-ci, il va l'amener à l'église du village où désormais l'enfant vivra avec lui le prêtre. Alors il sera là, mais ce sera pas le main parent du truc, mais également il sera élevé par une femme aveugle, ancienne institutrice, qui va comme ça le toucher, voir à quoi s'imaginer à quoi il ressemble, et l'enfant ne verra son reflet qu'une seule fois durant tout le récit, et il vivra comme ça isolé du reste du monde dans cette église, où il n'aura le droit d'en sortir seulement la nuit pour ne pas effrayer le voisinage, parce que le prêtre
et l'institutrice, bien qu'elle soit aveugle, sont bien au courant qu'il n'a plus apparence humaine et qu'il effraierait le monde entier. Du coup, il est condamné malheureusement à rester le jour enfermé et à pouvoir sortir la nuit. Alors, l'ancienne institutrice qui va un petit peu prendre la place de sa mère, une figure maternelle, va lui donner, enfin va lui faire classe pour qu'il soit éduqué. Et la nuit, notre jeune garçon veut explorer, veut voir un petit peu ce qui l'entoure, et il va vraiment être maître de son destin et de sa vie la nuit, mais le jour il doit obéir à ces sortes de mentors pour ne pas effrayer, parce qu'il sait qu'il n'a plus l'apparence humaine et qu'il ferait peur. Et un jour il va voir un animal mort, il va en prendre soin, en fait il va se mettre en quête de réparer, de faire en sorte que, comment dire, arranger les morts et donner de la beauté là où il n'y en a plus, lui qui est condamné à ressembler à ce à quoi il ressemble. Alors, je me suis écrit vidéo iconoclaste Coulon, lire page 35. Attention, je vais pas tout lire. Hein. Alors, déjà il y a une scène assez dure au moment où l'enfant voit son reflet pour la première fois grâce ou à cause du prêtre. Non, je vais pas vous la lire finalement. Lire la fin de la page 41. Là, c'est le prêtre qui dit à l'enfant: un lieu de prière est un endroit où vous posez votre attention, cela suffit. L'église est un refuge, mais le vrai lieu de foi, c'est votre corps. L'église est un toit sur les fidèles et votre corps est un toit sur votre force. Donc en fait, il veut vraiment l'endurcir et lui faire prendre conscience qu'il a des capacités, qu'il a une humanité intérieure et qu'il n'est pas condamné à cette humanité extérieure qui le détermine. Et le début de la page 180, ah oui, ça c'était assez fort. Et en fait le prêtre va se rendre compte que cet enfant a quelque chose à offrir, et du coup il va lui dire, en fait il va, je vais pas vous spoiler, mais il va lui donner une piste de futur métier. Il le dit: mais les temps changent, les morts doivent rester vivants plus longtemps afin que les vivants acceptent qu'ils soient morts. Et une famille vint ici sous l'église effectuer ce travail qui nécessite un amour des autres, une précision parfaite et un odorat relatif. Bref, voilà. Et j'ai oublié de vous dire, une nuit, ce jeune garçon rencontre une jeune fille qui, elle, vit le problème inverse. Elle est entourée de quelqu'un qui est trop beau, mais pour qui c'est une malédiction, qui vit également reculée du monde avec elle, sa grande sœur, qui elle aussi, à cause de son frère, est isolée. Voilà, c'est vraiment une histoire où vraiment on est plongé dans cette atmosphère d'isolement de village, un village un petit peu qui fait peur, un petit peu étouffant comme ça, et ce jeune garçon qui est plein d'humanité, de bons sentiments, qui est quelqu'un de bien, mais qui extérieurement effraierait les autres et qui ne veut surtout pas que les gens voient son visage. Et il y a écrit: le visage de la nuit est un roman éblouissant, traversé d'éclairs sur l'adolescence, la violence et le désir. Franchement, j'ai adoré ce roman, je ne vais pas vous en dire plus, j'en ai dit suffisamment et je vous conseille vivement de le lire et de découvrir La Plume de Cécile Coulon, vraiment roman auquel je mettrais un facile 9, 9,5 sur 10. Et le second roman, il s'agit du premier titre de Léa Lermet, Leurs désirs immenses, qui est très beau également, très jolie couverture. L'autrice est médecin et elle nous parle dans ce roman de façon autobiographique de la recherche de la vérité sur son aïeul, arrière-grand-mère Palmyre. Alors c'est un roman qui m'a fait penser forcément à Mon vrai nom et Elisabeth de Adèle Lyon, parce qu'il y a pas mal de similitudes, roman, enfin sorte de roman slash enquête, roman un petit peu texte hybride, où l'autrice, en l'occurrence, cherche la vérité, histoire de femme, d'émancipation, de maternité, d'amour, de féminité, de place de la femme à l'époque. Franchement, il y a pas mal de sujets qui se recoupent et je trouve ça très intéressant. Bon, heureusement, ce n'est pas du tout une redite de Mon vrai nom et Elisabeth, parce que chaque famille a son histoire, son vécu, et forcément, elles n'ont pas la même histoire. Du coup, tout part du village de la Lozère, d'où est originaire en fait Palmyre, cette aïeule qui est morte bien avant qu'elle le naisse. Et un jour, Léa Lermet en fait se rend compte, en retournant dans cette ancienne maison de famille, dans ce village très isolé, dans ce village où en fait il n'y a pas d'adresse, où chacun connaît tout le monde,
où chacun connaît chacun, où chaque maison s'appelle par les noms des habitants, où certains partent, certains reviennent, elle va se rendre compte que Palmyre, son arrière-grand-mère, n'a pas de tombe, elle ne trouve pas son nom sur les tombes. Et elle se demande du coup où elle est, et c'est une véritable enquête qui va commencer. Elle va même engager un détective privé, elle va appeler des personnes un petit peu qui contrôlent les énergies, etc. Elle va se renseigner auprès de sa famille, mais elle va rapidement se rendre compte qu'elle est un petit peu la seule concernée par ce sujet, par cette vérité. Elle a envie de savoir où est cette arrière-grand-mère, qui est sûrement décédée en couche à 30 ans, qui a donné 3 fois la vie, mais elle a eu seulement 2 enfants vivants. Et en fait, elle sent que cette femme, elle a besoin de savoir où elle est pour être femme, pour être mère, pour continuer d'aimer, d'être une bonne mère, d'être en couple avec quelqu'un, d'être heureuse. Elle sent en fait qu'elle est intrinsèquement liée à Palmyre et ça la dévore intérieurement. Il faut savoir quand même qu'elle fait des cauchemars assez violents où elle ne réussit pas à sauver sa propre fille de la mort. Donc c'est quand même assez violent. C'est un livre qui n'est pas facile, dont j'ai beaucoup aimé la plume. Franchement, chapeau. J'espère qu'elle écrira d'autres textes autobiographiques comme fictifs, peu importe. Et en fait, c'est vraiment un livre qui alterne entre son enquête au fur et à mesure du temps, où elle essaye de savoir où est cette aïeule dont elle n'arrive pas à trouver la sépulture. C'est également sa vie de femme et de mère, de femme divorcée, d'un homme avec lequel elle se rendait compte, enfin elle s'est rendue compte qu'elle n'aimait plus. C'est cette perte d'amour-ci, ce besoin d'aimer, ce besoin de vérité. C'est également des secrets de famille qui vont un petit peu la bouleverser. Et son rapport à la féminité et aux femmes. Et elle écrit quelque chose d'assez fort que j'ai écrit. Elle dit: il y a 2 pieds à échapper parce qu'il faut 2 pieds pour s'échapper. Déçue par les vivantes, j'avais trouvé consolation auprès d'elle, donc de Palmyre, dont je ne savais rien, sinon qu'elle était morte à 30 ans en couche, croyait-on. Ensuite, elle dit: les femmes attendent toujours d'être entendues. Et elle se demande vraiment tout au long du récit quelle aurait été sa vie à elle, Léa Lermet, si son aïeul Palmyre avait fait d'autres choix de vie. Et le récit, en fait, je vous disais qu'il alterne entre son enquête, sa vie de mère, de médecin, de femme, etc. Et également, elle invente une vie à Palmyre, qu'elle imagine vêtue d'une robe rouge comme le sang, qui rêve de liberté, qui rêve de s'échapper sur la mer. Bref, elle invente vraiment une vie à cette aïeule-ci, un petit peu, encore une fois, comme mon vrai nom est Elisabeth, mais cette fois-ci à partir de quasiment rien, parce qu'il n'y a quasiment aucun document, aucune archive en fait qui parle de cette femme. Du coup, il y a quand même moins de contenu que dans Mon vrai nom est Elisabeth, où l'autrice part quand même d'éléments, si on peut dire, plus probants. Voilà. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman qui est beau, qui parle de la famille, qui parle des secrets des familles, de trucs pas très gais. Elle ne lâche rien, elle veut savoir ce qu'est devenu cette aïeule et elle le saura. Et il y a écrit avec humour et finesse, Léa Lermet explore ce qui se transmet dans le sang et le silence. Comment se construire dans une lignée de femmes. En miroir se dessine le portrait d'une femme d'aujourd'hui, mère de 40 ans, divorcée, oscillant entre espoir amoureux et quête de liberté. Un premier livre magnétique et haletant sur les femmes et leurs désirs immenses, d'où le titre. Et vraiment, quand elle retourne dans cette maison de la Lozère, elle n'ose y aller seule, elle y va avec ses enfants qui l'aident dans sa quête de découverte de la sépulture de cette aïeule, et elle ne se sent pas d'y aller seule, elle sent que ça la pèse, que ça la dévore intérieurement de ne pas connaître la vérité. Voilà, c'est intime également, elle nous parle de choses très intimes quant à elle, sa propre personne, sa famille. Franchement, je dis chapeau parce qu'il y a des choses que je n'aurais pas osé dire.
Mais franchement, c'est hyper intéressant. Et il y a également un petit peu, comme dans le roman de Cécile Coulon, cette notion un petit peu d'isolement, d'oppression, du rôle qu'on vous donne et duquel vous êtes un petit peu prisonnier, mais d'un personnage qui essaye un petit peu de se sortir de cette condition-ci. C'est un petit peu les sujets en commun de ces deux romans, et j'ai trouvé du coup qu'ils avaient un rapport l'un avec l'autre. Vraiment, je vous le conseille, il est vraiment très bien. Bon et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo de 2 titres de la rentrée littéraire hivernale chez l'Iconoclaste, maison d'édition de laquelle je suis un petit peu proche dans mon cœur parce que c'est la première maison d'édition de laquelle j'ai découvert des textes en travaillant en librairie en 2024. C'était du coup au printemps pour la rentrée littéraire automnale, avec Célèbre de... non, c'est pas Célèbre de Maud Ventura, c'est Célèbre de Maud Ventura, si, que j'ai lu en tout premier, donc il y a quand même un affect particulier, franchement, foncez. Alors ce ne seront pas les romans les plus gais de l'humanité, mais ils sont très intéressants, ils sont beaux, ils sont écrits par des femmes, ils sont bien écrits, ils s'adressent à tout le monde, voilà, c'est très bien, c'est très chouette, c'est validé. Encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur chacun des titres, n'hésitez pas à aller sur mon blog, également à me suivre sur Instagram où je partage tous les jours plein de choses utiles et inutiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt, bye.